Imaginez un pays où la richesse pétrolière a transformé des vies, où l'éducation et la santé étaient gratuites pour tous, et où les jeunes couples recevaient une maison comme cadeau de mariage du gouvernement. Connu pour ses vastes déserts, sa riche histoire et l'un des dirigeants les plus controversés du XXe siècle, la Libye détient les secrets d'une unité de garde du corps entièrement féminine. Surnommée la garde amazonienne, la Libye ne ressemble à aucun autre pays islamique d'Afrique. Restez avec nous, vous allez découvrir une facette de la Libye jamais montrée aux informations. Sous la direction de Mouammar Kadhafi, la Libye a connu une ère sans précédent sur le continent africain, connue pour sa vision unique et sa défiance envers l'influence occidentale. Kadhafi a transformé la Libye en l'une des nations les plus prospères d'Afrique. Durant son règne, le pays affichait l'un des revenus par habitant et l'une des espérances de vie les plus élevées du continent. Dans la Libye de Kadhafi, les services essentiels étaient considérés comme des droits fondamentaux. L'éducation, les soins médicaux et l'électricité étaient en être fournis gratuitement à tous les citoyens. Les Libyens avaient accès à l'un des meilleurs systèmes de santé d'Afrique, avec des hôpitaux, des cliniques et des médicaments disponibles pour tous. Le développement de la Libye était alimenté par son immense richesse pétrolière. Le pays possède les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique et se classe parmi les 10 premières au monde. Les exportations de pétrole et de gaz naturel représentant près de 75% de ses revenus nationaux, bien qu'elle n'emploie qu'environ 10% de la main-d'œuvre. L'industrie pétrolière libyenne était cruciale, exportant la plupart de ses ressources vers les marchés européens. En 2024, les réserves de pétrole du pays étaient estimées à environ 50 milliards de barils. Pour les Libyens qui souhaitaient se lancer dans l'agriculture, le soutien était considérable. Les citoyens recevaient une maison, des terres agricoles, du bétail et des semences, le tout sans aucun frais. Les transports bénéficiaient également du soutien gouvernemental, à l'achat d'une voiture. Les Libyens ne payaient que la moitié du prix, le gouvernement subventionnant l'autre moitié. Avec un carburant coûtant à peine 13 centimes d'euros le litre, se déplacer était abordable pour la plupart des citoyens. L'emploi était une autre priorité. Les diplômés qui ne trouvaient pas de travail recevaient un salaire du gouvernement, calculé en fonction de leur domaine d'études, garantissant ainsi que les jeunes Libyens ne soient pas confrontés à des difficultés financières immédiates, après leurs études. L'État aidait également les jeunes mariés en leur offrant un appartement ou une maison pour commencer leur vie commune sans le stress du logement. L'éducation et la santé étaient entièrement gratuites, donnant aux Libyens accès aux écoles, hôpitaux et cliniques sans soucis financiers. Le gouvernement libyen encourageait aussi les études supérieures, finançant jusqu'à 2 375 euros, plus les frais de logement, pour ceux qui étudiaient à l'étranger. Pour beaucoup, ce système de soutien se traduisait par un niveau de vie plus élevé et une société où les besoins fondamentaux étaient satisfaits, faisant de la pauvreté et du sans-abrisme des phénomènes rares en Libye. Avec des politiques de soutien aussi complètes, la Libye semble être une destination attrayante pour s'installer. Si vous êtes aussi impressionné que moi par la Libye, commentez «J'aime la Libye» ci-dessous pour nous le faire savoir. La puissance économique de la Libye est profondément ancrée dans ses réserves de pétrole. Le pays détient les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique et figure parmi les 10 premières au monde. Contrairement à de nombreux pays, la Libye ne demandait pas d'aide financière au Fonds monétaire international, le FMI, ou à la Banque mondiale. Kadhafi était déterminé à maintenir la Libye sans dette, un choix qui soutenait sa vision d'un État souverain et autosuffisant. Il a également adopté une approche non conventionnelle pour les transactions pétrolières, vendant son pétrole en échange d'or plutôt que de devises traditionnelles comme le dollar américain ou l'euro. Cette décision, à la fois symbolique et stratégique, a placé la Libye en opposition directe avec les structures financières privilégiées par les nations occidentales. Le choix de Kadhafi signifiait que la Libye n'était pas seulement un autre exportateur de pétrole, mais un pays prêt à défier les normes financières mondiales. L'industrie pétrolière libyenne alimentait presque tous les aspects de son économie, représentant une part importante des revenus nationaux et la majorité des exportations du pays. En 2024,
La Libye se classait au 17e rang mondial de la production de pétrole. Se positionnant comme un fournisseur crucial pour des régions énergivores comme l'Europe, saviez-vous que l'unité d'élite de garde du corps féminine de Muammar Kadhafi, connue sous le nom de garde amazonienne, était un élément essentiel de son image publique et de sa protection personnelle? Les critères de sélection étaient incroyablement difficiles, et je vais vous les révéler tout de suite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Nous avons plein de contenus intéressants à venir. La formation de cette unité exclusive de garde du corps féminine pour le dirigeant libyen Muammar Kadhafi était dirigée par nul autre que son épouse, Safia Farkash Kadhafi. Le principal critère pour qu'une femme rejoigne cette équipe d'élite était son dévouement et son professionnalisme. Kadhafi croyait que ces femmes agissaient comme un c'est ça, un charme protecteur, lui apportant chance et sécurité, alors que les médias occidentaux critiquaient souvent Kadhafi, comparant son style de vie au luxe et à l'extravagance des monarques. Mais Messeran Malas Damelia. Beaucoup de ses partisans admiraient l'image unique de cette équipe. Ces gardes féminines, vêtues d'uniformes militaires bleus et jaunes distinctifs, avec des bérets rouges, sont devenues un élément clé de l'image publique de Kadhafi. Le président Kadhafi a nommé sa garde la garde amazonienne, un titre destiné à refléter la beauté athlétique et robuste des femmes nord-africaines. L'équipe de garde féminine du président libyen se composait toujours de 40 belles femmes, vêtues d'uniformes militaires jaune pâle ou bleu, portant des bérets rouges, et régulièrement renouvelées. Elles étaient constamment aux côtés de Kadhafi et sont devenues un élément central de son image médiatique. Étonnamment, ces femmes n'étaient pas exclusivement libyennes. Certaines venant d'autres pays arabes comme la Tunisie, le Liban et la Syrie. Et la plupart avaient été formées à l'Académie militaire pour femmes de Tripoli. Toutes ces femmes séduisantes suivaient un entraînement extrêmement rigoureux. Cependant, les gardes étaient autorisés à soigner leur apparence, avec la possibilité de se maquiller, de porter des bijoux et même des tenues féminines lorsque cela était approprié. Les femmes de cette garde exprimèrent toujours une profonde admiration pour le dirigeant libyen. Certaines ont même déclaré qu'elles dédieraient leur vie à sa sécurité. Elles s'abstenaient également de se marier pendant leur service. De son côté, Kadhafi était tout aussi fier de ses gardes vierges, louant fréquemment leurs compétences et leur bravoure dans ses discours publics. Considérez-vous la garde amazonienne comme un symbole d'émancipation féminine ou comme une manifestation de l'excentricité et du contrôle de Kadhafi? Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous. Muammar Kadhafi, né Muammar Mohamed Abou Minyar al-Gaddafi, reste l'une des figures les plus débattues de l'ère moderne. Son ascension a commencé en 1969 lorsque, à seulement 27 ans, il a mené un coup d'État pacifique qui a transformé le paysage politique libyen, inaugurant plus de 4 décennies d'un leadership qui façonnera l'identité de la Libye et lui vaudra une attention internationale. Connu pour sa vision révolutionnaire, Kadhafi a détenu le pouvoir de 1970 jusqu'en 2011, date à laquelle il a finalement été renversé. Sa vie s'est terminée en octobre 2011 dans sa ville natale de Sirte, marquant la fin d'une ère de gouvernance singulière. Le règne de Kadhafi a été caractérisé par une forte opposition à l'influence et à l'intervention occidentale, ce qui l'a souvent mis en conflit avec les puissances mondiales, en particulier les États-Unis et les nations européennes. Cette tension a peut-être été le plus notoirement symbolisée lorsque le président américain Ronald Reagan a qualifié Kadhafi, dans une phrase désormais célèbre, de chien enragé du Moyen-Orient. L'opposition de Kadhafi à la domination occidentale ne s'exprimait pas seulement en paroles. Il a mené des politiques et des actions qui défiaient les dynamiques de pouvoir conventionnelles, positionnant la Libye comme un acteur unique en Afrique du Nord et dans le monde musulman au sens large. Sur le plan économique, Kadhafi a amassé une fortune considérable. Au moment de sa mort, il était considéré comme l'une des personnes les plus riches du monde, avec des estimations suggérant que sa fortune aurait pu atteindre près de 190 milliards d'euros. Pour donner une idée, sa richesse personnelle aurait même pu rivaliser avec les fortunes combinées de certains des milliardaires les plus en vue du monde.
comme Bill Gates, Warren Buffett et Carlos Slim. Cette immense fortune a été une source de fascination et de débat. Ajoutant encore à son héritage déjà complexe, cependant, l'influence de Kadhafi ne se définissait pas uniquement par sa richesse ou ses positions politiques. Tout au long de son règne, il a mis en œuvre diverses politiques sociales dont certaines sont encore perçues positivement par de nombreux Libyens. Sa vision pour la Libye était ancrée dans des principes d'indépendance, d'autosuffisance et d'unité arabe. Bien que ses méthodes de gouvernement aient souvent été considérées comme très autoritaires, Ezelay, son livre vert, qui combine des éléments de philosophie socialiste et nationaliste, exposait son cadre idéologique unique, visant à équilibrer les valeurs traditionnelles avec sa vision d'une gouvernance directe. Depuis le changement de régime en 2011. La Libye traverse une période de transition politique majeure. Le pays navigue actuellement dans un paysage politique complexe avec deux administrations qui se sont développées dans des régions distinctes, chacune œuvrant pour la stabilité et le progrès. À l'ouest, le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah dirige le gouvernement d'union nationale GUN basé à Tripoli, la capitale du pays. Créé en 2021 dans le cadre d'un processus soutenu par les Nations Unies, le GUN devait être un gouvernement de transition. Avec des élections nationales prévues, cependant, divers défis et des discussions en cours ont retardé le processus électoral, ajoutant de la complexité à la mission du GUN. Bien que reconnue internationalement, l'administration fait face à la tâche difficile de construire un consensus parmi les diverses factions régionales. Pendant ce temps, dans l'est de la Libye, une administration distincte opère sous la direction du Premier ministre Oussama Hamad. Aux côtés de la Chambre des représentants, cette administration contrôle également une grande partie du sud de la Libye, englobant des zones riches en histoire culturelle et en beauté naturelle. De plus, le général Khalifa Haftar, une figure notable de la région, exerce une influence significative dans l'est de la Libye, avec le soutien de divers alliés internationaux qui ajoutent une perspective mondiale au parcours actuel de la Libye. Le paysage unique et étendu de la Libye présente des défis à la fois logistiques et de gouvernance. Environ 90% du pays est couvert par le désert du Sahara, un vaste territoire caractérisé par des hauts plateaux accidentés et d'impressionnantes dunes de sable. Cet océan de sable comprend des sites naturels remarquables comme les hauts plateaux du Sahara, le plus haut sommet de la Libye à la frontière entre la Libye et le Tchad, et le plateau volcanique d'Al-Harouj al-Aswad. Ces paysages soulignent l'incroyable diversité naturelle de la Libye, offrant une toile de fond à couper le souffle qui façonne le caractère du pays. Au milieu de ces complexités, l'histoire ancienne de la Libye offre une source durable d'unité et de fierté culturelle pour les voyageurs et les passionnés d'histoire. Tripoli, le long de la côte méditerranéenne, est une porte d'entrée vers ce patrimoine, connu en arabe sous le nom de Tarabulus al-Gharb. Tripoli révèle l'histoire de la Libye à travers son architecture historique et ses paysages côtiers. À proximité, l'ancienne cité romaine de Sabrata, située à environ 60 km à l'est de Tripoli, présente des ruines et des mosaïques remarquables qui témoignent de la profondeur du patrimoine culturel libyen. Ces sites historiques le long de la côte libyenne incarnent l'importance culturelle durable et la résilience qui continuent d'inspirer un sentiment d'identité partagée. L'histoire de la monarchie en Libye est brève et unique, marquée par le règne d'un seul roi, le roi Idriss Ier, premier et unique monarque de la Libye, a régné de l'indépendance du pays en 1951 jusqu'à sa déposition en 1969. Son histoire est à la fois d'une importance politique et religieuse, reflétant le parcours de la Libye de la domination coloniale à ses premiers pas en tant que nation indépendante, née au sein du respecté ordre Sénoussi. Le roi Idriss Ier était un chef spirituel avant même de détenir le pouvoir politique. L'ordre Sénoussi, un mouvement religieux en Afrique du Nord, mettait l'accent sur la réforme, l'unité et la spiritualité, et il a joué un rôle crucial dans la société libyenne pendant la période coloniale. Idriss a d'abord servi comme émir de la Cyrénaïque, une région historique de l'est de la Libye, avant de devenir roi.
Son accession au trône en 1951 a marqué la fin de la domination coloniale. Alors que la Libye émergeait comme un royaume indépendant sous sa direction, bien que le règne du roi Idriss ait représenté une nouvelle ère pour la Libye, son style de leadership conservateur s'est finalement avéré impopulaire auprès de nombreux Libyens. Idriss était perçu comme un traditionnaliste, et son approche prudente de la gouvernance contrastait avec les changements radicaux qui avaient lieu dans les nations arabes voisines. Ses politiques et son leadership n'ont pas trouvé d'écho auprès d'une population plus jeune et de plus en plus agitée, avide de réformes et de modernisation. À la fin des années 1960, le mécontentement à l'égard de son règne s'était accru, en particulier parmi les jeunes officiers militaires qui le considéraient comme déconnecté de l'identité et des aspirations changeantes de la Libye. En 1969, alors que le roi Idriss était à l'étranger pour un traitement médical, un changement de gouvernement mené par le colonel Mouammar Kadhafi a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de la Libye. Le roi Idriss a vécu en exil pour le reste de sa vie. Témoin de la transformation continue de la Libye, son héritage reste important, symbolisant l'indépendance précoce du pays et le chemin de la Libye vers l'autonomie. Son temps en tant que monarque a marqué un moment charnière dans l'histoire de la Libye, un mélange de tradition et de désir de changement. La plupart des gens connaissent aujourd'hui la Libye comme un pays majoritairement musulman, mais peu réalisent qu'elle entretient également des liens étroits avec le christianisme. Les racines chrétiennes de la Libye sont profondes, remontant à deux figures importantes de l'histoire biblique, Simon de Cyrène et saint Marc. Simon de Cyrène, un homme de l'ancienne cité de Cyrène, fut célèbrement appelé à aider à porter la croix de Jésus sur le chemin du Golgotha. Son histoire, bien que brève, marque un moment puissant dans la tradition chrétienne et relie la Libye à l'un des événements les plus significatifs de la Bible, Cyrène. Autrefois une ville libyenne florissante, servait de centre spirituel et culturel à son époque, reliant l'Afrique du Nord au monde chrétien primitif. Ensuite, il y a saint Marc, une figure essentielle de la propagation du christianisme. Il a écrit l'évangile de Marc et on lui attribue la fondation de l'église d'Alexandrie en Égypte vers l'an 49 après Jésus-Christ. Cet acte unique a donné naissance à de nombreuses traditions chrétiennes orientales, notamment les églises coptes et grecques orthodoxes, qui ont ensuite trouvé leur chemin en Libye. Ces églises continuent de résonner à travers l'histoire de la Libye, préservant un fil unique d'influence chrétienne dans une société principalement islamique. Malgré sa richesse en pétrole, la Libye fait face à une réalité difficile en matière de production alimentaire. Entre 75 et 80% de la nourriture consommée en Libye est importée. Cette dépendance découle de son environnement naturel. La Libye se trouve dans le vaste désert du Sahara, où les températures élevées, les faibles précipitations et les sols pauvres rendent l'agriculture incroyablement difficile. Le climat aride limite la capacité de la nation à cultiver suffisamment de récoltes pour nourrir sa population, la poussant à dépendre fortement des importations alimentaires pour sa survie. Dans une tentative audacieuse de résoudre ce problème, l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a lancé l'un des projets d'irrigation les plus ambitieux au monde, le projet de la Grande Rivière artificielle. Cette entreprise massive visait à transformer le paysage agricole de la Libye en créant une source d'eau fiable dans l'une des régions les plus sèches de la planète. Le projet de la Grande Rivière artificielle s'étend sur près de 2800 km, formant un vaste réseau souterrain de canalisation conçu pour transporter l'eau d'anciens aquifères profonds sous le Sahara vers les zones côtières plus peuplées et les terres agricoles. Aujourd'hui, la dépendance de la Libye à l'égard des aliments importés reste élevée. Des facteurs tels que la croissance démographique, l'instabilité économique et les interruptions occasionnelles du système d'irrigation continuent d'affecter la sécurité alimentaire. Bien que la Grande Rivière artificielle témoigne des efforts de la Libye pour surmonter ces contraintes environnementales, la réalité est que le pays dépend toujours du marché alimentaire mondial pour répondre aux besoins de sa population. Le paysage culturel de la Libye est riche et complexe, façonné par des siècles d'influences diverses et une mosaïque de groupes ethniques. Sur le plan ethnique,
La Libye abrite diverses communautés, avec un mélange de populations autochtones et migrantes qui reflètent la position géographique du pays comme un pont entre l'Afrique et le monde arabe. Historiquement, les premiers habitants connus de la Libye étaient les Amazighs, également connus sous le nom de Berbères, un groupe autochtone aux traditions profondément enracinées. Les principales communautés amazighes, telles que les Luata, les Nefusa et les Adasa, résidant dans les oasis côtières, où elles pratiquent l'agriculture sédentaire depuis des siècles, bien que de nombreux Berbères se soient assimilés à la société arabe au fil du temps. Certaines communautés, en particulier dans les hauts plateaux du Nefusa, Aojila, Hun, Sokra et Zoa, conservant leur identité culturelle unique. Les Berbères libyens parlent une langue afro-asiatique, mais preuve de leur adaptabilité, ils ont adopté l'alphabet arabe pour leur communication écrite. Le tissu social de la Libye comprend également un nombre important de travailleurs migrants, principalement originaires d'Afrique subsaharienne. Ces travailleurs étrangers, qui résident souvent temporairement en Libye, ajoutent à la diversité culturelle du pays. La migration de ces communautés est motivée par les opportunités économiques de la Libye, en particulier dans les secteurs du pétrole et de la construction. Cependant, la vaste géographie désertique de la Libye et sa structure sociale tribale signifient que sa population est dispersée sur de vastes régions, les tribus jouant un rôle essentiel dans l'organisation des communautés et la préservation des traditions. La société libyenne accorde une grande importance à l'hospitalité et à la générosité. Selon des enquêtes récentes, près de 72% des Libyens se disent prêts à aider les autres, même des inconnus. Cet esprit de communauté et de bienveillance est une caractéristique de la culture libyenne et se manifeste dans les interactions quotidiennes, les rassemblements sociaux et la préservation de la culture folklorique traditionnelle, qui continue de prospérer aujourd'hui. Avec seulement environ 4 personnes par kilomètre carré, la Libye se classe parmi les pays les moins densément peuplés de la planète. Seules quelques nations, comme le Canada, le Suriname, la Guyane, l'Islande, l'Australie, la Namibie et la Mongolie, ont une densité de population plus faible, bien qu'étant le 17e plus grand pays du monde par sa superficie. Le vaste paysage de la Libye est démarqué par le vide, la majeure partie de son territoire étant constituée de déserts inhabitables. Cette faible densité de population résulte de l'environnement naturel hostile de la Libye. Le pays est majoritairement couvert par le désert du Sahara, où la chaleur extrême, les précipitations minimales et le sol aride rendent la vie difficile. Pour cette raison, près de 90% de la population libyenne vit le long d'une étroite bande à moins de 50 km de la côte méditerranéenne. Cette région côtière offre des conditions plus modérées et un accès à des terres arables fournissant les éléments essentiels à l'agriculture, à l'établissement et au développement. Cependant, même avec cette concentration de population le long de la côte, moins d'1% de la superficie totale de la Libye est propice à l'agriculture. Ce manque de terres arables limite sévèrement les endroits où les gens peuvent vivre et construire des communautés. Le reste de l'intérieur du pays est une vaste étendue de désert, impitoyable, où les températures grimpent souvent et où la terre ne produit que peu ou pas de végétation. En Libye. Le thé est plus qu'une simple boisson. C'est une expérience culturelle riche qui reflète l'amour du pays pour les saveurs audacieuses et les traditions. Le thé libyen, souvent préparé par les femmes, est particulièrement épais et foncé, ressemblant à un sirop noir en raison de sa forte concentration en feuilles de thé et en sucre. Cette préparation unique crée une saveur forte et intense qui le distingue des thés habituels. Le processus de préparation du thé libyen est méticuleux. Il commence par de généreuses cuillères en menace, une cuillère de feuilles de thé de feuilles de thé en vrac, combinées à une quantité importante de sucre. On ajoute de l'eau et le mélange est laissé à bouillir lentement pendant 20 à 30 minutes. Et ça, c'est rapote. Ce processus de cuisson lente permet aux saveurs de s'intensifier et de s'épaissir, donnant un thé dense et sirupeux. Une fois prêt, le thé est versé dans de petites verres en pyrex.
Mettant en valeur sa couleur sombre et riche et son arôme intense, le thé libyen est souvent servi avec des accompagnements traditionnels comme le sumac, un assaisonnement savoureux et acidulé à base de baies séchées, et la kobza, une sorte de pain libyen, ensemble. Il complète l'expérience du thé, équilibrant la douceur du thé avec des saveurs salées. Ce rituel de préparation et de partage du thé est un pilier de l'hospitalité libyenne, symbolisant la chaleur, la communauté et un avant-goût de la vie en Libye. L'histoire humaine de la Libye remonte à des dizaines de milliers d'années, ce qui en fait l'une des régions les plus anciennement habitées en continu d'Afrique du Nord, des preuves archéologiques. Notamment les sites d'art rupestre de Tadrar Takakus, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, révèlent que des humains étaient allés présents en Libye dès 12 000 ans avant notre ère. Ces remarquables dessins rupestres, gravés dans le grès du désert du sud-ouest de la Libye, dépeignent un monde très différent du paysage aride d'aujourd'hui. Ils montrent des scènes de faune, des figures humaines et la vie quotidienne, offrant un aperçu d'une époque où la région était luxuriante et pleine de vie, vers 2000 ans avant notre ère. Les Amaziques, également connus sous le nom de Berbères, sont devenus les habitants dominants de la région. Les Amazighs sont considérés comme le peuple autochtone de la Libye, avec leur propre langue. Leurs coutumes et leur structure sociale qui restent influentes aujourd'hui, leur présence en Libye est antérieure à de nombreuses civilisations ultérieures, ce qui en fait une partie fondamentale de la culture et de l'histoire libyenne. La position côtière stratégique de la Libye a attiré diverses civilisations anciennes, chacune laissant sa marque sur le territoire. Au 7e siècle avant notre ère, les Phéniciens ont établi des colonies dans la région aujourd'hui connue sous le nom de Tripolitaine. Attirés par les opportunités commerciales le long de la Méditerranée, cependant, leur influence fut de courte durée dès le 6e siècle avant notre ère. Carthage, une autre puissante colonie phénicienne, prit le contrôle de la région. Finalement, en 74 avant notre ère, les Romains arrivèrent et conquirent la Libye. L'intégrant au vaste empire romain, sous la domination romaine, la Libye s'est considérablement développée, en particulier dans des villes comme Leptis Magna et Sabrata, qui sont devenues d'importants centres de commerce et de culture. Ces cités antiques, avec leur architecture impressionnante, leurs amphithéâtres et leurs mosaïques, restent parmi les sites romains les mieux conservés d'Afrique du Nord, reflétant la grandeur d'une époque révolue. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.